Et non, désolé, pas de générique Money Tree aujourd'hui. Mais bon, peut-être que vous en aviez un peu marre aussi d'entendre ce générique, donc ça fera pas de mal, puisque vous vous apprêtez aujourd'hui à écouter un épisode dans lequel je suis intervenu en mode guest. Le mode guest, c'est quand j'interviens en tant qu'invité au micro d'un autre podcasteur. Ça vous permettra d'en savoir plus sur moi en découvrant des choses que je ne partage pas forcément ici sur Money Tree, mais que j'ai dû partager ailleurs dans d'autres interventions. À la fin de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rédiger un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour Money Tree, bien sûr, mais également pour le podcast sur lequel j'ai été l'invité. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. Ces épisodes ont pour but que vous découvriez des parcours d'investisseurs pour vous apporter de la motivation, de la réflexion et qu'à la fin de ces épisodes, vous avez à fond envie de vous lancer. Aujourd'hui, j'accueille Julien Calamotte du podcast Money Tree. Lui aussi est investisseur et podcasteur et j'avais absolument envie d'apprendre à le connaître en tant que collègue podcasteur sur l'investissement immobilier. Je vous avoue que je le connais pas hyper bien, mais c'est l'occasion pour moi de le découvrir et on va voir ensemble tout ce qu'il va pouvoir nous apporter. Salut Julien, comment ça va? Salut Dorine, bah écoute, je vais très bien, merci, je vais très bien. J'espère que toi aussi, ça a l'air d'aller, t'as toujours la pêche. Ça, c'est hyper agréable aussi. Ouais, mais je fais pas exprès. Non, mais c'est bien que tu as un tempérament comme ça assez dynamique et c'est cool. Je trouve que ça met de suite, tu vois, dans l'ambiance et ça permet de mettre du rythme. Des fois, c'est un peu, tu vois, souvent, tu as peut-être le cas, mais des fois, c'est un peu laborieux le début des épisodes, tu vois, tu te cherches un peu et tout ça. On dit que c'est les 2 premières minutes qui sont toujours un peu compliquées. Ouais. Là, au final, j'ai l'impression que ça va aller. Ouais, bah voilà, et ben on est Ouais. parti direct. Donc tu connais mon système. On va faire, d'abord, on va dérouler un peu toute ton histoire pour qu'on apprenne à te connaître. Moi, je vais t'apprendre à te connaître en même temps que les auditeurs pour voir un peu tes spécificités. Et j'aime bien. Alors, franchement, moi, je pars de loin à chaque fois, mais je pars de l'enfance. Je veux savoir tout. Donc, où tu as grandi, dans quel type de famille. Évidemment, tu as le droit de dire si tu n'as pas envie de partager des choses personnelles, mais voilà, j'aime bien comprendre le contexte de la personne au début de son lancement et de comprendre aussi ses déclics au fur et à mesure de son parcours. Ouais. Donc, je te laisse introduire où t'es né, voilà, ta famille, comment c'était. Alors, très intéressant que tu fasses cette introspection sur le perso et l'enfance parce que j'ai tendance à aller très très vite sur, tu vois, et à être hyper concis quand je raconte des choses. Donc là, je vais prendre un peu plus de temps puisque tu me permets de le faire. Donc, je suis né à Toulouse, ça s'entend peut-être un peu, ville de rugby et d'aéronautique dans le sud de la France. Je suis né à Toulouse dans une famille totalement normale. Pas normale au sens péjoratif ou normal, voilà. Donc, mon père était cadre dans l'aéronautique, rien d'exceptionnel à Toulouse. Et ma mère était déléguée du personnel, responsable du personnel dans une boîte de travaux publics. Donc voilà, famille normale qui avait une résidence principale et qui avait un seul enfant unique qui était moi. Donc on habitait en périphérie de Toulouse et je voyais pas beaucoup mes parents parce que mon père travaillait énormément. Puis mon père a toujours été aussi très très sportif. Il a fait beaucoup de rugby dans sa vie, donc il était jamais là le week-end, jamais là le soir pour les entraînements et il bossait aussi très tard. Donc du coup, j'ai pas beaucoup vu. Et c'est ma mère qui s'occupait plus de moi, mais elle bossait aussi beaucoup. Elle passait beaucoup de temps dans les bouchons parce que déjà à l'époque, il y avait beaucoup de bouchons. Et donc, en fait, j'étais souvent à l'école seul et le premier arrivé à la garderie et le dernier à partir à la garderie. Donc, ça faisait des longues journées, mais franchement, je m'en rendais pas compte. C'est elle aujourd'hui qui a ce regret un peu, tu vois, de m'avoir laissé comme ça. Alors que moi, franchement, ça m'a pas trop impacté, hein, en fait, hein. Ah, c'est bien, tu déculpabilises en même temps tous les parents. Bah oui, franchement, voilà, enfin, je veux dire, tu sais, c'est comme l'histoire quand t'es parent, tu dis toujours oui, mais regarde, il a encore la tétine, t'as vu à cet âge-là, est-ce que t'as déjà vu un adulte avec la tétine dans la rue? Enfin, tu vois, au bout d'un moment, ça finit toujours par passer, tu vois. Donc voilà, enfance classique, j'ai mal tourné, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais j'en parle un peu dans mon bouquin que j'avais écrit en 2020. J'ai un peu mal tourné à l'adolescence, mauvaise fréquentation, disons que j'avais un goût pour le commerce qui était pas très légal. Et du coup, 18 ans, mes parents ont décidé de m'envoyer au Canada. Mon père habitait là-bas, était déjà parti depuis lui 2-3 ans. Mes parents étaient séparés. Même ça faisait 2 ans qu'il était parti. Et là, ma mère en pouvait plus de moi. Elle m'a dit, voilà, il faut que tu partes au Canada. C'était une déchirure pour elle, mais elle m'a dit, il faut vraiment partir là parce que ça devient dangereux même pour ton intégrité physique et même pour la sienne aussi parce que il y a quand même des gens qui venaient nous faire chier à domicile, quoi. Donc ça devenait assez compliqué. Et donc je suis parti au Canada à 18 ans. Alors, juste avant d'introduire le Canada, une Ouais. petite question. Quel était le mindset que tes parents t'ont inculqué côté investissement financier? Quelles étaient leurs façons de gérer leur argent? Juste pour comprendre là, à 18 ans, où t'en étais au niveau du mindset financier. J'en étais à absolument rien. C'est-à-dire que mes parents m'ont rien inculqué là-dedans. Ce qu'ils m'ont toujours dit, ils m'ont toujours dit un truc, et ça aujourd'hui je le répète souvent.
enfin, surtout à ma mère, ils m'ont toujours dit, vu les goûts de luxe que tu as intérêt à avoir une bonne situation plus tard. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont toujours répondu. Voilà. Vu ton train de vie, vu ci, vu ça, etc., t'as intérêt, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. Ok. Parce que mes parents, encore une fois, avaient un train de vie tout à fait normal, quoi. Voilà. Bon, ok, mon père avait une voiture de fonction, il payait pas l'essence, machin. On n'était pas des prolétaires, tu vois, mais c'était quand même, voilà, on était dans la moyenne, quoi. On était typiquement dans la classe moyenne. Il n'y avait Et eux, pas de en termes sujet. d'investissement, ils avaient leur résidence principale? Même pas? Si, si, que la résidence Ouais, principale. résidence Ouais. principale et ça s'arrêtait là, quoi. Ok. Ouais, ouais, résidence principale qui a été vendue quand ils se sont séparés. Ma mère, après, a été locataire, elle a jamais rien racheté derrière. Et mon père, lui, est parti s'expatrier donc au Canada et lui a racheté un appart là-bas, mais pour y vivre, hein. Donc c'est tout. Et on pourra s'en parler un peu plus tard. Et c'est aussi moi qui ai mis le pied à l'étrier de l'investissement locatif à mon père, hein, au bout d'un moment, qui avait en plus les moyens, hein, puisque lui était parti au Canada pour bosser. Enfin voilà, il avait des belles places après. Enfin, il avait vraiment, ça a été un carriériste, mon père. Donc c'est typiquement le carriériste français de base, hein, c'est pas péjoratif, mais voilà, qui aime bien gravir les échelons, etc. Et puis monter, même si au début, au bout d'un moment, il en a eu ras-le-bol. Donc 18 ans, je pars là-bas. Et là, déchirure quand même, parce que bon, je quitte la France, j'ai toujours vécu en France. J'avais énormément voyagé quand même, beaucoup. Mes parents étaient quand même assez voyageurs, et puis moi, j'aimais beaucoup aussi voyager. Donc voilà, mais je pars. Je pars, et puis il m'inscrit dans un lycée français pour passer ma terminale, parce que j'avais redoublé la première, donc j'avais un an de retard. Je passe ma terminale là-bas dans un lycée français à Montréal. Il n'y en avait que deux. Et là, je rencontre un autre monde. C'est-à-dire que je rencontre que des enfants d'expatriés. Et là, c'est une ouverture culturelle phénoménale. Une ouverture aussi d'esprit, parce qu'en fait, quand tu regardes la France vue de l'extérieur, ça a quand même une autre gueule. Là, tu commences à détecter toutes les habitudes, les mauvaises ou bonnes des Français, toutes les anomalies que tu peux avoir, tous ces sujets de, tu vois, de jalousie, tout ce qui est contre la méritocratie, tu vois, le surplus d'égalité, d'équité, tu vois, qui est des fois un peu trop, franchement, en fait, qui va à l'encontre aussi, tu vois, de tout ce qui est entrepreneuriat, de tout ce qui est prise de risque, etc., et mérite. Et là, je commence à voir tout ça, et puis surtout, je me fais des amis qui viennent de partout dans le monde. Voilà, parce que l'éducation française étant quand même assez cotée dans le monde, bah, c'est vrai que les expatriés, qu'ils soient libanais, qu'ils soient marocains, qu'ils soient syriens, qu'ils soient argentins, etc., bah, mettaient leurs enfants dans des écoles françaises plutôt que dans des écoles québécoises. Et donc, à partir de là, je sais pas, j'ai pas de mindset plus que ça, investisseur ou autre, mais je commence à me dire, OK, c'est chouette, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que la baguette de pain, il n'y a pas que Claire Chazal au JT le soir. Et il y a un autre monde, en fait, et j'y suis assez à l'aise. Et attends, je voulais juste souligner un truc que je trouve incroyable, c'est que par rapport à ta maman, en plus c'était la fête des mères hier, enfin non, il y a 2 jours. Mais du coup, je trouve ça génial, tu sais, d'avoir eu cette lucidité de se dire mon fils, il va être mieux loin de moi. Mm. Enfin, je trouve que c'est, tu vois, finalement, elle a changé ta vie en faisant ça, quoi. Mais c'était très dur, c'était très dur. Elle avait conscience que c'était ce qu'il fallait pour moi, mais c'était très dur pour elle, si tu veux, d'aller vraiment Bah ouais, j'imagine. fils unique. Ah Voilà, ouais. elle s'était séparée de mon père. Moi, j'ai vécu avec elle, donc j'avais cette attache quand même avec elle. C'est davantage elle qui m'a élevé que mon père, évidemment, même s'ils vivaient ensemble. Et donc, c'est vrai que c'était difficile. Et d'ailleurs, je fais un saut, puis je reviendrai en arrière. Tu vois, là, aujourd'hui, nous, en famille, on a fait des démarches pour éventuellement repartir là-bas dans quelques années. Et donc, on a dû lui cacher au départ parce qu'on savait que ça allait être une déchirure. Et c'est vrai que quand elle a su, ça a été compliqué parce que là, elle revivait le truc, mais avec son petit-fils, tu vois, qui est aujourd'hui mon fils a 13 ans. Ah oui. Donc, elle revivait le truc 20 ans après, on va dire, avec son petit-fils. Donc, assez difficile, tu vois, de remettre ça, alors qu'elle sait très bien que c'est une opportunité énorme pour son petit-fils d'aller vivre ce que moi j'ai pu vivre à cet âge-là, ou même lui plus jeune, et que ça va le forger dans sa vie, c'est sûr, tu vois, et lui donner déjà des aptitudes beaucoup plus favorables que s'il restait en France. Je dis pas que rester en France, ça rime à rien, hein. Je dis que tu arrives à avoir du bonus si tu vas ailleurs un peu, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, mais tu prêches une convaincue. Moi aussi, j'aimerais bien un jour m'expatrier un petit peu pour que mes enfants voient autre chose que juste un seul univers, en fait. Et ouais. Enfin, voilà. Bref. Donc, je te laisse continuer. Non, mais donc au final, j'étais pas un très bon élève en France parce que j'avais beaucoup de facilité, mais ça, je l'ai su après plus tard dans ma vie parce que j'ai fait des introspections un peu plus psychologiques. Mais du coup, c'est marrant, je parle jamais de ça dans les podcasts, hein. Je parle toujours d'investimo, de Ouais, chiffres, non, mais moi, ça me voilà, passionne tout ça. voilà. Et en fait, donc je passe mon bac. Bon, là, franchement, je bosse 15 jours avant le bac. J'ai mon bac avec mention bien. J'ai 18 en éco, 18 en spé éco. Enfin, tu vois, au final, alors que l'année d'avant, franchement, j'avais eu 2 en français, 2 en bio, à mon bac, tu vois, aux épreuves de première. Parce que tout simplement, ça m'intéressait absolument pas. Et puis là, je sais pas, j'étais dans une bonne dynamique.
Je m'inscris en prépa HEC. Ça me plaît absolument pas, donc j'arrête. Trop de maths financières, des trucs qui n'avaient pas de sens pour moi, tu vois, des trucs vraiment trop théoriques, des mathématiques vraiment théoriques, mais je voyais pas de sens. Moi, il faut que je fasse des choses où, tu vois, je vois du sens. Et là, malgré moi, je m'inscris à Sciences Po, à Montréal, et je fais un diplôme bidisciplinaire en communication et politique. Donc, tu vois, analyse de discours politique, etc., propagande, autres. Et donc là, je découvre ce qu'est la publicité associée à la politique, quoi. Voilà. Attends, il y a juste un petit truc, un petit grain qu'on a zappé parce qu'à un moment donné, tu as dit j'ai fait une introspection sur moi de pourquoi ça s'était pas bien passé à l'école avant et t'as pas, je crois que t'es Ouais, pas parce allé au bout. elle arrive plus tard dans ma vie, donc comme je te fais la Ah ok, chronologie. excuse-moi, ok, Ouais, alors ce sera après. Ok, on suit le truc. ouais, donc voilà, je fais Sciences Po, bon, ça se passe très bien, etc. Et entre-temps, en fait, je me dis, je vais quand même partir ailleurs, faire un échange universitaire. Et là, j'ai l'opportunité de partir à l'île de la Réunion pour deux saisons, quoi. Enfin, ouais, c'était deux blocs d'universitaires, quoi. Parce que là-bas, c'est par semestre. Et donc, et là, épidémie de chikungunya à l'époque. Donc, c'était la première épidémie. Ben, c'est un peu comme le Covid récemment. On ne savait pas trop ce que c'était dangereux. Il y avait des gens qui en mouraient, etc. Et donc, l'Université de Montréal, qui est quand même un pays, le Canada, où ils sont très santé publique, etc., nous interdit de partir à tous les étudiants là-bas. Et ils nous disent, ben, maintenant que votre acceptation est faite, que les demandes de bourse sont faites, etc., vous ne pouvez aller que dans une ville du même pays, donc la France. Donc, je reviens à Toulouse parce que j'allais pas aller à Lyon, à Marseille, à Paris, alors que bon, payer un hébergement et autres, alors que j'avais la famille à Toulouse. Donc je reviens à Toulouse pour 2 semestres. Ma mère était évidemment très contente du fait que je revienne. Et là, bon, je reviens en tant qu'étudiant canadien en France. Tu vois, c'est un peu tordu comme truc, hein. Voilà. Ouais, trop marrant. Donc moi, avec mon accent toulousain, j'arrive à Toulouse et je dis, bah, je suis étudiant canadien, tu vois. C'est un peu, voilà. Et là, je jouais beaucoup au poker à l'époque. Et puis, je rencontre ma femme autour d'une table de poker, qui elle était mariée à l'époque avec un autre joueur de poker et qui du coup, bon, ben, on tombe amoureux l'un de l'autre et on se dit, ben, il y a quelque chose à faire. Sauf que elle a 11 ans de plus que moi à ce moment-là, et elle les a toujours. Je la regarde ce qu'elle a en face, elle les a toujours. Et du coup, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle a une maison qu'elle a fait construire, etc. Elle a une vie absolument rêvée pour le français, on va dire, comme on le connaît tous. Et elle tombe amoureuse d'un mec qui a 22 ans, qui est étudiant au Canada, qui est là pour 6 mois. Enfin, tu vois, le truc improbable, quoi. C'est un peu la série américaine. Et bah écoute, elle a tout quitté. Voilà, bon, 16 ans après, elle est toujours là. Donc, elle a tout... elle a fait le bon choix. Et elle a tout quitté pour un étudiant. Et je pense que c'est le plus gros risque qu'elle a pris dans sa vie, évidemment. Et d'ailleurs, c'est le seul gros risque qu'elle ait pris. Parce qu'après, c'est moi qui les ai pris à sa place. Voilà. Et moi, il me restait 1 an et demi d'études à mon retour au Canada. Donc, je repars au Canada. Elle se sépare, elle fait ses papiers de divorce, etc. C'est dur parce qu'elle est là, moi je suis là-bas, on se déchire un peu. J'ai l'impression de rien pouvoir contrôler à distance. Elle est isolée. Moi, j'ai une vie d'étudiant, je joue au poker toutes les nuits, j'étudie un peu la journée, tu vois. À l'époque, j'ai 15 heures de cours par semaine, donc j'ai du temps pour jouer. Je joue en ligne, puis il y a le décalage horaire, 6 heures, tu vois. Donc en fait, très compliqué. Et elle galère parce qu'elle est toute seule avec les enfants, elle fait une garde alternée, etc. Bon, avec des revenus à l'époque qui sont en plus très modestes. Donc voilà. Et je condense, l'avantage de ça, c'est que là-bas, c'est hyper modulable. Je condense mes 1 an et demi d'études en un an. Donc j'arrive en un an à obtenir mon diplôme, donc 6 mois en avance. J'obtiens mon diplôme et là, de retour au Canada. De retour en France, pardon. Donc je quitte le Canada définitivement. Après y être resté 5 ans, je quitte le Canada définitivement et là, on emménage ensemble. Donc c'est en 2008, printemps Ok, 2008. ok. Et là, comme on avait quand même envie de rattraper un petit peu tout le temps perdu, quoi. Du coup, j'arrive en avril 2008, donc j'ai 23 ans à l'époque. Et puis, en octobre 2008, on achète notre résidence principale ensemble. Donc, tu vois, on n'a pas traîné. Moi, je venais à peine de trouver un petit boulot d'assistant marketing dans une boîte qui n'a rien à voir avec la politique dans l'e-commerce. Et là, on achète notre résidence principale. L'année d'après, on se marie. Et l'année suivante, on a notre enfant en commun, donc qui est le Ah ouais, troisième, donc ma coup de femme. foudre au taquet, quoi. Tu fais pas les choses à moitié, quoi. Ah ouais, on allait très très Ah ouais. vite. Bon voilà, du coup, elle, effectivement, en 2009, elle avait 35 ans aussi. Donc on se dit, bon ben voilà, s'il faut faire un enfant ensemble, c'est maintenant. Puis en Ouais, plus, ouais. les filles, moi, quand je les ai connues de mon épouse Sabrina, avaient 4 et 7 ans. Donc si tu veux, bon, on voulait pas non plus qu'il y ait trop d'écart. Donc quand le petit est né, la grande avait déjà 10 ans. Donc on avait 10, 7 et puis un nouveau-né, quoi.
Voilà, moi je commence mon boulot, pour ce qui est du pro, je commence un boulot d'assistant et marketing et en fait je change très rapidement de boîte parce que j'étais tombé dans une boîte un peu de foufou. Je change de boîte et je reste dans l'e-commerce et là je grimpe les échelons dans une boîte e-commerce très très vite jusqu'à arriver à un point de blocage. Point de blocage qui est que mon responsable, mon N+1, ne veut pas prendre la place du N+2 et moi je voudrais prendre la place du N+1. Mais comme il veut pas lui laisser sa place, bah, du coup moi je suis bloqué. Et le patron me dit, bah écoute Julien, c'est bien, je suis content de toi et tout, mais je peux pas te mettre, te faire sauter un échelon parce que déontologiquement, etc. Bon, ce qui ne serait jamais arrivé aux États-Unis, hein, pour le coup. Mais en France, voilà, le respect de la hiérarchie, le truc, tu vois, hiérarchie très horizontale, etc. Voilà. Même si j'étais dans une start-up, dans l'e-commerce, etc. Ah, vertical, tu veux dire plutôt. Oui, pardon, Ouais, vertical. ouais. Ouais, ouais, pardon, ouais, ouais. Alors que je prône plutôt le management horizontal, tu vois. Du coup, ok, je dis tant pis, je me casse. Donc je me casse et je crée une boîte. Je crée une agence web, puisqu'à l'époque, je m'occupais de faire venir du trafic sur les sites internet, donc référencement naturel, référencement payant, etc., comparateur de prix et autres. Et donc je crée ma boîte et ça devient mon premier client. Donc ce patron-là, cette boîte-là me devient mon premier client. Je développe la boîte, ça fonctionne bien. Je commence à racheter des sites e-commerce pour prouver à mes clients que je sais faire en plus parce que je maîtrise le sujet et je ne vends pas que de la prestation. J'ai toujours, moi, je suis très fan de la preuve du concept, quoi. J'aime bien, tu vois, prouver et après vendre. Plutôt que vendre et après devoir se justifier, tu vois, si ça marche pas. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Donc, je rachète des sites e-commerce, j'en crache, j'en crée, j'en revends, j'en arrête, etc. Voilà, bon, je passe le détail. On achète, en 2008, donc notre résidence principale. En 2010, quand on a notre premier enfant, donc ensemble, un premier investissement locatif aussi. Alors là, ça m'intéresse parce que du coup, tu étais quand même sur une carrière un peu classique. Enfin, j'ai envie de dire classique. Je suis d'accord qu'entreprendre, c'est pas hyper classique, mais tu étais dans un mood, je veux développer ma carrière un peu comme ton papa. Ouais. Et à côté de ça, tu mettais de l'argent de côté. Tu avais quand même une conscience que tu allais faire autrement que tes parents en termes d'invest. Non, pas du tout. À ce moment-là, pas du tout. J'épargnais absolument pas. D'ailleurs, j'ai jamais épargné de ma vie. Parce qu'on a toujours pas dépensé outre mesure, mais réinvesti tout le temps ce qu'on avait, en fait. Et on n'a jamais considéré ça comme de l'épargne. Quand tu dis réinvesti tout ce qu'on avait, c'est-à-dire dans quoi? Ben, on réalloue les trucs, on refait des travaux dans les biens, on refait. Enfin, tu vois, donc en fait, tu peux pas dire que c'est de l'épargne quand tu refais des travaux dans un bien parce que tu le trouves Ouais, mais plus à ton goût. à ce moment-là, t'avais que ta RP. À ce moment-là, on n'avait que notre RP, mais du coup, on préférait faire des travaux dans la RP aussi, Ok, tu vois, que d'aller se dire on économise. En plus, on était à des années-lumière de tout ça à l'époque, ok, vraiment. ok, ok. Le premier investissement, pour te dire, on l'a acheté parce qu'en fait, ma femme avait fait une erreur, enfin, son ex-mari avait fait une grosse erreur. Ils avaient acheté c'était un loi d'Eurobien à l'époque, je pense. L'équivalent du Pinel actuellement, quoi, en défiscalisation. Sauf que moi, j'ai hérité malgré moi de ça, puisque finalement, on devait faire l'effort d'épargne, nous, chaque mois. Je crois que ça nous coûtait à l'époque peut-être 200 euros pour nous, c'est ça? 200 euros. Donc chaque mois, on faisait un effort d'épargne supplémentaire de 200 euros, si tu veux, pour payer un truc qui, moi, me concernait pas du tout et qui, elle, la concernait plus trop non plus parce que c'était un truc qu'ils avaient fait ensemble, quoi. Donc, je les ai poussés un peu à vendre ça. Donc, ça, ils ont vendu un peu à la casse, mais on s'en est débarrassé. Et je me rappelle d'un truc que m'a dit ma femme à l'époque. Elle m'a dit, écoute, Jus, quand j'ai demandé au mec qui nous a vendu ça si lui, il le ferait, il nous a répondu clairement que non, lui, il le ferait pas. Et il a dit, moi, je ferai du LMNP. Donc, tu vois, le conseiller en gestion de patrimoine qui a vendu le truc te dit, moi, je ferai pas ça, mais je ferai du LMNP. Bon, son ex-mari a quand même signé en bas de la feuille. Alors, voilà, je sais pas pourquoi, on le saura jamais. Et donc, nous, on s'est dit, OK, soit, on va chercher ça. Et donc, on s'est dit, OK, on va le chercher, mais qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter un studio en hypercentre de Toulouse, qui est une ville étudiante, parce qu'il y a de fortes chances que les filles fassent leurs études à Toulouse et qu'elles aient besoin d'un logement quand elles auront 18-20 ans. Ok. Donc, tu vois, avec cette croyance que tu vas mettre tes enfants un jour dans les biens que tu achètes. Ouais, ouais, ça c'est non, mais c'est un Voilà. classique. On Voilà. l'entend souvent. Bon, maintenant, j'ai suffisamment de recul parce Mais qu'elles au moins, sont, ça elles t'a sont permis de te grandes. lancer, Oui, voilà. d'avoir Mais cette croyance. exactement. Mais j'ai suffisamment de recul pour savoir que ça n'arrive absolument jamais. Voilà. Parce que là, maintenant, elles ont déjà fini leurs études et pas du tout, on les a jamais mises. Voilà. Donc, on fait ça. 3 mois après, on réitère. On en refait un autre. Et là, à l'époque, je crois qu'on met 5 000 € d'apport sur le bien. On emprunte à 4, sûrement 4,20, 4,20, un truc comme ça. Notre maison, on avait emprunté à 5%. Donc, tu vois, le recul me fait dire aussi qu'en fait, les taux aujourd'hui, c'est un faux sujet. Ouais. On a emprunté à 5 la maison, ouais, on était autour de 4 pour les 2 appartements locatifs et on l'a quand même fait. On se posait même pas la question parce qu'on n'avait pas de moyen de comparaison. Ah oui. Donc on fait ça se passe très bien, on met le locataire dedans et tout ça. Et moi, franchement, à l'époque, je m'en fous complètement. C'est Sabrina qui s'occupe quasiment de tout.
S'il faut refaire une salle de bain, elle refait la salle de bain avec son père et tout. Moi, franchement, je veux même pas en entendre parler, ça me saoule à l'époque. Voilà, donc bon, je laisse un peu couler. On entreprend, comme je te disais. En 2013, j'achète des locaux commerciaux pour y mettre nos entreprises qui se Ok. développaient. Donc des locaux mixtes d'activités avec bureaux et entrepôts de stockage, puisqu'on était dans le monde de l'e-commerce et de la prestation de services e-commerce. Donc on avait besoin de bureaux pour travailler intellectuellement et d'espace de stockage. Ça devient vite trop petit. On doit en plus louer un autre entrepôt à côté, etc. Alors, du coup, juste pour faire un point, une petite photo là, vous avez votre RP, 2 appartements LMNP, Ouais, plus, j'imagine, en SCI à l'IS, ou je sais pas, avec un montage, avec ouais, ta c'est boîte, ça. tu t'achètes des locaux commerciaux et des bureaux. C'est ça. Ok. Juste pour faire la petite photo là, à cet instant précis avant qu'on C'est ça. continue. 2008, 2010, 2011 et 2013, on achète les locaux avec une première SCI à l'IS qu'on crée. Et à l'époque, on y met notre enfant, qui a 3 ans, le dernier, qui est en commun, associé, qui a 29% du capital. Ok. D'ailleurs, j'en discutais ce matin avec un notaire. Bon, c'est un peu décrié. Il y a des pour, il y a des contre, etc. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on a cette SCI avec. On a toujours pu emprunter. Bon, voilà. Depuis, on a acheté d'autres biens, etc. Ça nous a jamais posé trop de problèmes. Donc lui, il est actionnaire de 29% de la SCI à l'IS qui Oui, détient le local commercial. qui détenait à l'époque le local commercial. On l'a vendu À depuis, l'époque. mais qui détient Ok. d'autres choses maintenant. Super intéressant. Nous, on s'est posé plein de questions aussi de succession avec nos enfants. Ouais. Ok. Attention parce qu'en fait, ça peut être, tu vois, moi j'en parle librement, hein, tant pis si ça doit arriver, mais ça peut être vu comme une transmission pour, en fait, gratuite, en fait, hein, pour outrepasser un petit peu l'administration fiscale, c'est-à-dire que tu donnes à ton enfant un truc qui vaudra de la valeur demain, mais comme tu lui donnes avant, ben, l'administration ne se sucre pas dessus. Et également, ça peut être problématique pour aussi les emprunts, Ouais. puisque tu endettes un mineur qui ne l'a pas choisi. Donc, normalement, dans les emprunts, les banques mettent des clauses, toutes les banques ne veulent pas le faire, mettent des clauses qui déresponsabilisent le mineur en cas de problème et qui te chargent qu'à toi. Voilà, mais je traiterai d'une capsule spécifique sur mon podcast là-dessus parce que c'est intéressant. Donc, on crée ça et là, nous, les locaux sont trop petits, donc on rachète une activité dans le monde du vélo, dans l'e-commerce, parce qu'on avait différents corps d'activité. Et là, on se dit, on va ouvrir un magasin physique aussi, parce qu'on avait identifié qu'il y avait un besoin de faire coexister le physique et le online. Tu vois, à l'époque, c'était encore un peu entre les deux. C'était en 2013, ça. Et donc là, on met nos locaux en location. Et on les met en location à une société qui existe toujours, je précise, et que je peux citer volontiers, je m'en fous complet, qui, qui existe Vas-y, toujours. dis maintenant. Voilà. Non, trop Mais tard, faut que tu me dises. c'est une société qui édite le site rugbyamateur.fr. Donc, c'est un média sur le Ok. site du monde du rugby amateur en France. Et donc, on les héberge. Ils sont 2 à l'époque à bosser là-dedans. Et puis, au bout de quelques mois, ils nous payent plus. Ils nous payent plus. Et donc, évidemment, on fait les procédures, huissier, tribunal, etc. On gagne puisqu'on est forcément dans nos droits et eux sont dans leur tort. Les huissiers n'arrivent pas à récupérer de l'argent, etc. Le mec me dit, bon, physiquement plus balèze que moi, donc des fois, bon, ben, tu vois, c'est la loi de la nature, mais me dit droit dans les yeux, mais écoute, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de me payer à moi, payer les autres, ça passe après, quoi. Je dis, ok, super. Donc là, nous, ça nous met en difficulté. Pourquoi? Parce que nous, on a tout mis dans cette activité de vélo à côté. On n'a plus une thune à titre perso. On a tout foutu dans le business. Le business, en plus, marche pas forcément. Donc, on est en galère. Clairement, on est en galère. On a 1000 et quelques euros de mensualité sur la SCI à ce moment-là. On est en galère parce que autant le loyer couvrait le truc, mais maintenant, c'est plus le cas. On arrive malgré nous à récupérer les clés du local et à le sortir hein, avec l'huissier, etc. Voilà. Et là, il faut qu'on vende pour se sortir de ce pétrin, quoi. Tu vois, de ce coût qui est quand même conséquent pour nous hein, à l'époque. Et on vend 30 000 euros en dessous de ce qu'on a acheté. On avait acheté, je crois, 240. On revend 210 au mec qui nous l'a vendu. Ah ouais. Tu vois, voilà. Parce que du coup, bah, lui, il sait qu'il fait une bonne affaire puisqu'il sait à quel prix il l'a vendu. Donc voilà. Nous, on perd pas d'argent finalement de manière comptable puisqu'en fait, on a avec les déficits qu'on a eu sur la SCI plus le capital restant dû, etc. On ne perd pas d'argent, donc on peut rembourser notre crédit et il nous reste un peu. Mais par contre, sur le papier, on a réellement perdu de l'argent parce que tous les efforts qu'on a fait nous chaque mois, etc. pour combler les trucs, ça, on les a jamais récupérés. Voilà. Donc le locataire, finalement, nous a payé une partie du crédit, mais c'est surtout ma boîte qui avait payé une partie du crédit au départ quand ma boîte était locataire. Donc voilà, là on a l'activité de vélo. Écoute, on la garde 2 ans et demi. Au bout de 2 ans, je dis à ma femme, là ça va être compliqué. On a beaucoup trop de stock. On a fait des erreurs. On n'a pas de trésor. On a fait rentrer un actionnaire minoritaire dans la boîte. Il peut plus mettre d'argent aujourd'hui parce qu'il avait des problématiques sur sa propre boîte personnelle, qui était pour le coup mon deuxième employeur qui m'avait fait confiance, qui était devenu mon premier client. Ouais. C'est lui qui est rentré investisseur passif dans la boîte de vélo, tu vois.
Donc, je lui dis, écoute, on liquide la boîte. Donc, on liquide proprement de manière amiable au départ pour rembourser tous les créanciers. Et puis, il reste, je sais pas, 5 000 à 6 000 euros de dette. Tu vois, on avait 50 000 euros de dette au départ. Il reste 5 000 à 6 000 euros de dette fournisseur. Et bon, là, tant pis, on met en liquidation judiciaire. J'étais fatigué, je pouvais plus, etc. Donc, lui, mon investisseur, il perd le capital qu'il avait mis. Nous, on en perd encore plus parce qu'on avait 75% du capital et on avait mis beaucoup, beaucoup d'argent. On avait vendu voitures, scooters, etc. Tout ce qu'on avait, on avait tout mis dans la boîte. On perd tout. Tout ce qu'on avait accumulé sur les précédents business, en fait, on a tout mis, on a tout perdu. Et il nous reste, à l'époque, 42 000 euros, je me rappelle très bien du montant, de prêt au CIC qui nous avait servi pour aménager le local commercial. On avait 300 mètres carrés quand même de local, dont 150 mètres carrés de surface commerciale. Donc il fallait aménager, joli, etc. On avait fait un concept store qui était très beau. Ça nous a coûté 60 000 euros, je crois. Donc 42 000 euros. Et là, sur ces 42 000 euros, ma holding est caution à 50% et BPI France, qui est la banque publique d'investissement, est caution à 50%. Là, j'ai deux choix. Soit j'appuie sur la liquidation, je me cache et je me mets en sommeil voilà, sous les radars et puis je laisse passer et puis ils prennent leurs pertes parce que c'est comme ça, hein, c'est eux qui se portent caution, ils prennent leurs pertes. Ma holding étant liquidée, ben, il n'y a que BPI France qui va prendre sa perte. Soit, et c'est le choix qu'on a fait, on fait un crédit de restructuration, on reprend toutes les dettes à titre personnel. Donc ça veut dire que BPI n'est plus caution, ma holding a été liquidée avec la boîte aussi, donc elle n'est plus caution. Et moi, je reprends un crédit à titre personnel. Et là, on serait en dette sur 6 ans, à fond perdu, 649 euros par mois pour rembourser ces 42 000 euros qui nous servent absolument à rien puisque l'activité est déjà clôturée. Pourquoi tu as fait ce choix alors? Bah, j'ai fait le choix parce que je crois que j'ai une intégrité en moi qui est importante et qu'en fait, voilà, j'ai. T'as envie d'assumer quoi et Ouais. de sortir la tête haute de ça Alors, quoi. Ou, je comment pense qu'il y a dire. ça, mais il y a aussi une question d'image vis-à-vis des partenaires qui nous ont suivis, de la banque qui nous a fait confiance, etc. Et à l'époque, en plus, loin de moi l'idée de réinvestir massivement dans l'immobilier, tu vois. Je sais pas, je me dis, attends, faut être réglo. Moi, je suis quand même assez peureux, tu vois, de base. Et je me dis, je sais pas ce qui va m'arriver, tu vois. Je sais pas si je vais pouvoir recréer une boîte demain. Je savais que j'allais recréer des trucs. Je sais pas si je peux recréer une boîte demain, si jamais je suis marqué au fer rouge. Je sais pas si on peut pas m'incriminer. Je sais pas si la banque peut pas se retourner contre moi, tu vois, si. Ouais, tu te dis au moins t'es clean et ça va pas te pénaliser pour la suite quoi. Voilà, c'est le genre de sacrifice qu'il faut être capable de faire quand tu fais des erreurs et quand tu vis des échecs. Donc on fait ça, on restructure ça sur 6 ans. 6 ans, c'est long, c'est très long. 649 euros par mois, sachant que ma femme avait repris un boulot salarié, que moi, du coup, je reprends aussi un boulot salarié parce que il fallait bien remplir le frigo et qu'à l'époque, on n'avait pas des revenus qui étaient non plus faramineux, tu vois. On a toujours été crescendo dans nos revenus, mais on a toujours quand même aussi vachement oscillé. En tout cas, la conclusion c'est que t'es quand même un entrepreneur dans l'âme de dingue quoi. Ah Enfin, ben clairement, c'est un truc. clairement. Ouais, ouais, nous on n'est pas à ce stade hein. Enfin, franchement chapeau. Si tu veux, je reprends d'ailleurs ce boulot salarié et 2 ans après, je me remets indépendant. Tu vois, Ouais. il a fallu que je me refasse la cerise un peu, que ça rassure tout le monde et autres. Et là, 2 ans après, je me remets indépendant. Je me remets indépendant, donc consultant en stratégie digitale, puisque c'était toujours été mon dada, le marketing digital et l'e-commerce. Et donc là, je me mets, je suis content, tu vois, je fais ma vie. Je suis pas entrepreneur, mais je suis autonome. Je suis autonome, je suis indépendant. C'est un peu différent, tu vois. Je fais toujours la différence entre l'indépendant et l'entrepreneur. C'est un peu différent. Ouais, complètement, on est d'accord. Donc là, j'entreprends rien, mais par contre, je suis consultant, je suis à mon compte et j'ai mes clients, et je décide avec qui je veux bosser, etc. Et à combien je facture mes journées. Voilà. Ça se passe très bien. En plus, je bosse dans le monde du vélo, ce qui me va très bien. À l'époque, je fais du triathlon, je suis très content. Et là, j'ai une boîte qui me contacte sur LinkedIn et qui me dit, bah voilà, on aimerait vous proposer tel poste pour une belle boîte, etc. Voilà, qui veut développer sa partie e-commerce, une boîte retail qui avait à l'époque 100 magasins en France et qui voulait développer l'e-commerce. Je dis ok, on y va, oui, pourquoi pas. Et là, je me dis, attends, c'est peut-être l'opportunité pour toi de réinvestir dans l'immobilier parce que en même temps, je fais ce constat que depuis 2013, on n'avait rien fait, qu'en plus, on avait perdu de l'argent sur cet invest, et que si pendant toutes ces années, au lieu d'être focus sur l'entrepreneuriat, je m'étais laissé un petit peu de place pour l'immobilier, que j'en avais acheté ne serait-ce qu'un par an, ben, j'aurais quand même un patrimoine qui aurait été conséquent à l'époque et j'aurais remboursé déjà une bonne partie du capital, tu vois. Parce que les deux apparts en LMNP se passaient plutôt bien du coup. Ah, tout à fait. Et c'est ça qui t'a confirmé le fait qu'en fait c'était un bon plan parce que tu as pas pris de charge mentale et tu t'es enrichi sans rien faire quoi. Ben ouais, je me retourne en 2017, je me dis, attends, ça fait 6 et 7 ans qu'on les a achetés. Franchement, ok, il y a eu un peu de charge, il y a un peu de turnover avec les locataires parce que c'est une cible étudiante, donc c'est 1 an, 2 ans maxi. Mais en fait, quand tu regardes le capital restant dû et la valeur du marché aujourd'hui, je me dis, attends, franchement, le vrai enrichissement, il est là, quoi, tu vois. Et là, je me dis, bon, ok, je vais prendre ce boulot de salarié parce que, le job me plaît, le mec qui me le propose me plaît aussi, j'ai un bon feeling, et en plus, ça va me permettre d'avoir un CDI, et malheureusement, en France, tu le sais,
bah, il faut un CDI pour investir dans l'immobilier si tu veux emprunter. Donc là, je me dis, OK, j'y vais. Je reprends un poste salarié. Et là, je me dis, OK, rattrape le temps perdu, parce que je suis comme ça. Et là, sur les 12 premiers mois, donc je me remets un peu dans le marché. J'accepte le fait qu'il faille acheter plus cher, beaucoup plus cher qu'il y a 7 ou 8 ans. Ça, c'est dur hein, pour un investisseur de se dire Ouais. que chaque année, tu achètes plus cher que l'année d'avant, mais qu'il faut quand même continuer à acheter. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc, je pense que c'est assez dur à passer. Et une fois que tu l'as passé, et c'est ce que j'ai fait, mais là, j'ai acheté 11 biens sur les 12 premiers mois. Attends, c'est énorme. 11. C'est Ouais. des appartes à chaque fois ou tu as fait des immeubles pour acheter en lot? Non, 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 c'est 11 lots différents dans des copropriétés différentes. Donc, tu es passé 11 fois chez le notaire, quoi. Ah oui, 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 bah, x2 parce que compromis, plus, Ouais, voilà, plus, ok. voilà, plus acte. Dans notre résidence principale, parce qu'on en a profité, et ça c'est anecdotique, mais c'est très marrant. C'est la seule fois où un investisseur va acheter un truc. Tu sais, dans les parkings souterrains, je sais pas si, enfin, dans les grandes villes en tout cas, il y a des magazines Logic Imo, trucs comme ça, tu vois, qui te donnent des annonces. Et là, on sort du parking, on prend tout le temps ça, tu sais, c'est juste parce qu'on Ouais. on se fait plaisir, regarde. Et là, on voit une double page de l'agence Espace Atypique, pour pas leur faire de pub, qui sur une belle maison dans Toulouse, tu vois, tout ça. Et nous, on habitait à l'extérieur de Toulouse à l'époque. Et ma femme me dit, ah, t'as vu comment c'est canon et tout. Ben, je dis, attends, on va visiter. Alors que je déteste faire ça, hein. Je veux pas faire perdre du temps aux gens et tout, tu vois. Je suis pas du tout un visiteur touriste. Et là, je dis, bah attends, on va visiter. On visite. Bon, évidemment, on tombe sous le charme du truc. Franchement, c'était absolument canon. C'était un hangar réhabilité en loft, vraiment très beau, avec un rooftop et tout. Et là, on se dit, mais attends, on n'a absolument pas les moyens d'acheter ça. C'est pas possible, tu vois. Et je lui ai dit, t'inquiète, c'est pas grave, on va trouver une solution. On s'embarque là-dedans, on fait une négo, elle est acceptée. Bon, on paye quand même le truc assez cher, mais voilà. C'est notre résidence principale. Et là, bon, on arrive à trouver le financement et tout, et on finance ça, tu vois. Et donc, dans ces 11 biens-là, il y avait une résidence principale. Et pour la petite anecdote, pour la terminer, le vendeur à l'époque est devenu aujourd'hui un de mes associés sur une des SCI qu'on a, et avec qui tu vois, on investit dans l'immobilier. Tu vois, comme quoi. Et alors, attends, parce qu'on fait une petite pause importante. 11 biens en 12 mois, dont une Hmm. résidence principale. Donc, il te reste 10 biens que tu as achetés. C'était des petits apparts, des petits studios. Comment tu as fait, en fait? Pour en avoir 10, tu as enchaîné et tu as fait plein d'offres en même temps. J'ai visité beaucoup. Là, t'étais passé en mode machine. T'étais passé en mode, attends, là, Ah je suis ben, salarié. Du coup, tu t'es dit aussi, le but, c'est peut-être pas que je reste salarié pendant 10 ans. Donc, en fait, si j'en veux beaucoup, faut que j'en fasse beaucoup en peu de temps. C'était ça ta logique? non, en fait, moi, je suis un boulimique d'un truc. C'est-à-dire que je suis un passionné. Dès que je fais un truc, je le fais à 3000%. Et si tu veux, je veux absolument que. Je veux pas regretter. Je veux pas. Parce que, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti d'un constat où j'ai regretté. J'ai regretté de ne pas avoir fait des trucs pendant des années. Et là, je me suis dit, OK, là, tu vas pas regretter. Tu vas mettre toutes tes chances de ton côté. Et donc, j'ai visité. Mais pas énormément, je sais pas, pour en acheter 11, bon, enfin, pour en acheter 10, si on sort la résidence principale, j'ai dû en visiter peut-être 25, tu vois, c'est pas non plus, voilà, parce que le marché était très tendu, les taux étaient bas, c'est ça aussi hein, qui m'a convaincu. Les taux étaient bas à l'époque et le marché était très tendu. Donc, si tu veux, quand tu visitais, si ça allait, il fallait faire l'offre au prix, t'acheter, etc. Les négos, autant te dire qu'à l'époque, c'était quasiment pas possible hein, sur un centre-ville comme Toulouse, quand tu veux acheter du studio, même aujourd'hui, déjà, les négos, c'est compliqué. Et donc, je visitais le midi, je visitais le soir, je visitais le week-end, mais dès que je pouvais. Et puis, s'il fallait que je parte 1 heure dans la journée de mon boulot et que je fasse l'aller-retour, alors que mon boulot était quand même à 50 km du centre-ville de Toulouse, tu vois, ben, je faisais l'aller-retour, tant pis. Et voilà, mais je savais où était ma priorité. Malgré tout, ça ne m'empêchait pas d'être performant au boulot, d'avoir construit de belles équipes, etc. Et donc, on fait voilà, cette grosse salve d'acquisition. En matière de financement, c'est souvent la question qui revient. Ben écoute, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce on était tous les deux salariés, on avait des revenus qui étaient quand même confortables. On n'avait pas forcément beaucoup d'apports à mettre parce qu'on n'a jamais eu trop de liquidité, nous, parce que comme je te dis, on réallouait quand même à tout. Mais on en avait un petit peu. Et puis à l'époque, c'était assez facile d'emprunter à 110%. Surtout quand tu as des biens dans des emplacements patrimoniaux, tu n'as pas forcément beaucoup de rendement. Donc tu vas pas chercher, nous on n'avait pas du tout une stratégie à cash flow, etc. Parce que le but c'était vraiment de créer un gros patrimoine. On n'avait pas besoin de cet argent pour vivre, on était très bien dans nos boulots, etc. T'étais plus en mode, si c'est autofinancé, c'est bien. Ouais, exactement. Et comme ça me fait un ticket pour dans 10 ans, 15 ans, je serais content. Ouais. Ok. Ça a toujours été notre stratégie au départ. Après, on l'a diversifié un peu. On allait sur des villes un peu moins patrimoniales, mais qui crachaient un petit peu plus. Et tu les as tous mis en longue durée, ces apparts? Non. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as fait alors avec ces apparts? Alors, on a sur ceux-là, je pense que ça faisait partie de ceux du début, on en a 5 en location courte durée et le reste, c'est en location longue durée. Ok, moitié-moitié.
Ouais, à peu près moitié-moitié, sachant qu'après, tout ce qu'on a acheté derrière, c'est de la location longue durée. C'est, voilà, à courte durée, on n'a que ça, et un au Portugal aussi, parce qu'on a acheté dans le sud du Portugal. Donc on en a un qui est forcément en courte durée là-bas, parce que c'est dans une ville balnéaire. Et alors, pourquoi tu t'es dit location courte durée? C'était... En fait, c'est cette vision un peu entrepreneuriale de l'immobilier. Ça me faisait kiffer de me dire, je suis en train de créer un produit commercial. Derrière, il y a cette notion de vendre, un prix à la nuitée, etc. Ouais, c'était l'intérêt, l'excitation du Ben ouais. nouveau et de découvrir comment ça marche, quoi. Ok. Parce qu'en vrai, c'est quand même beaucoup plus business de se démarquer de la concurrence sur un site comme Airbnb que sur le Bon Coin pour louer à un étudiant, quoi. Tu vois. Et donc j'avais cette envie c'est mon esprit un peu compétiteur, tu vois, j'avais envie voilà, de me démarquer de toute la concurrence et de montrer que ouais, on pouvait faire des trucs chouettes aussi, nous, de notre côté. Bien qu'aujourd'hui, la concurrence n'a plus rien à voir avec 2018-2019 sur la location courte durée à Toulouse, hein. Ça c'est bien, bien durci quand même. Et nos appartements qu'on a refaits à cette époque-là sont déjà aujourd'hui un peu obsolètes par rapport à ce que tu peux faire sur le marché. C'est un peu la problématique de la courte durée et je pense que souvent les gens ne l'anticipent pas trop ça, tu vois. Se disent, ok, je fais une super réno, ça va être canon, ouais, ça va être canon, mais pendant 3 ans. Parce qu'en fait, le marché, tu es obligé de le suivre, les tendances. Tu vois, il y a une grosse tendance au carreau de ciment et à la verrière alu. Ouais. Bon, mais ça, c'est fini en fait. Maintenant, c'est le terrazzo. C'est plus les imitations carreaux de ciment. Tu reviens au terrazzo façon années 70-80. Et la verrière, ben, ça perd un peu de son charme aussi. Et tu reviens à du claustre à bois, des choses. Enfin, tu vois, tout va très vite. Ok, ok. Génial. Donc, du coup, l'année-là, t'en achètes 10. Et là, les années suivantes, comment ça se passe? Là, t'as tout acheté en nom propre? Les 10 là, c'était en nom propre? Beaucoup en nom propre. Je sais, j'ai plus exactement le chiffre, mais beaucoup en nom propre. Peut-être une petite partie dans la SCI, mais non, pas cela. Enfin, je sais pas, ça fait partie des 10, mais en tout cas, si on prend on va dire de 2018 à 2021, oui, on en a acheté en nom propre et on en a acheté dans la SCI à l'IS. Pourquoi? Parce que stratégiquement parlant, on s'était dit que tant que nos loyers LMNP ne dépassaient pas nos autres revenus et qu'on restait LMNP, on pouvait aller jusqu'à ce plafond-là. Donc c'est ce qu'on a voulu faire. Nos revenus en plus ont augmenté vraiment chaque année on avait des boulots assez sympas, puis voilà, on a bien évolué. Et donc on a acheté à la SCI à l'IS à chaque fois pour arbitrer plutôt fiscalement. Voilà. On a acheté après dans d'autres villes que Toulouse pour justement aller chercher des rendements un peu plus supérieurs à court terme, pour lisser ces autofinancements ou éventuellement ces petits efforts d'épargne qu'on avait à faire. Parce qu'on part du principe d'ailleurs, nous, et je le dis parce que souvent on prône le cash flow, le cash flow, le cash flow, mais nous en fait quand on faisait un effort d'épargne de 50 balles pour un truc qui vaut 150 000 euros et que le locataire lui en rembourse 450 en ta place, en fait pour nous c'est même pas un sujet. Ouais, c'est déjà bien. Ouais, ouais, ouais. Ben ouais, T'achètes, quoi. c'est un resto à deux par mois, tu vois, et sauf que le resto, il t'enrichit pas du tout, à part en calories. Et du coup, tu vois, là, au final, toi, tu fais cet effort, mais le plus gros effort, c'est pas toi qui le fais, c'est le locataire, quoi. Voilà, grâce à l'effet de levier. Donc, quoi. Ouais. Mais on a voulu, malgré tout, diluer un petit peu le risque géographiquement, diluer aussi le risque, enfin, diluer le risque aussi financier. Et donc, en allant sur des villes, une ville moyenne de 60-65 000 habitants, donc c'est pas une petite ville non plus, qui est à une demi-heure de Toulouse, où là, on est allé chercher un peu plus de rendement. Voilà, Ok. qu'on a diversifié comme ça. Et où là, on fait de la location longue durée. Et on a acheté au sud du Portugal aussi en 2019, parce que moi, je suis d'origine portugaise et que du coup, on avait déjà une maison de famille là-bas, qu'on connaissait bien le coin, et que j'ai dit à mon père, ça serait cool qu'on achète un truc ensemble là-bas. Et c'est là où mon père a vraiment fait un investissement locatif. Alors que c'est pas vrai, il avait acheté un petit immeuble quand même à Montréal avant ça, mais qu'il avait vendu. Et donc on a fait cet investissement ensemble sur place et qui fonctionne très très bien, qu'on a toujours et qui tourne bien. Et du coup, là, ce logement au Portugal, tu le mets en location courte durée ou tu fais Ouais. comment? Ouais. Tu as des conciergeries sur place qui gèrent tout et... Et même pas, on a plutôt un réseau de gens de confiance. Ok. Le truc, c'est que là-bas, tu sais, là, ici, tu vois beaucoup de gens qui sortent des panneaux dans la rue pour clamer la retraite à 65 ans. Là-bas, t'as pas de panneau, mais par contre, les gens, du coup, ils se lèvent le matin et ils vont bosser. Et ils vont bosser même quand ils ont 70 ans pour améliorer leur retraite, leurs revenus, etc. Et donc, ces gens-là sont adorables et sont surtout super contents qu'on puisse les faire bosser. Et ils adorent recevoir des gens, garder cette relation, etc. Et donc, ils nous s'occupent des entrées, des sorties, des ménages. Et aussi, ils ont appris à échanger avec les gens sur l'interface Airbnb, etc. On n'a pas de channel manager puisqu'on en a qu'un là-bas. Voilà. Par contre, à Toulouse, on bosse avec une conciergerie. Ok. Et d'ailleurs, alors attends, parce que tu avais parlé de cette fameuse introspection. Oui, Bah, il faut pas qu'on oublie parce que les auditeurs, ils ouais, l'attendent. c'est vrai. Donc là, ça n'a rien à voir avec l'immobilier pour le coup, mais effectivement, ça a à voir plutôt avec une constatation en fait dans mes postes salariés, si tu veux, que constatation de quelqu'un qui est moi donc trop exigeant,
envers moi, trop exigeant envers les autres, beaucoup de mal à travailler avec des équipes quand elles sont pas performantes, beaucoup de mal à être patient sur plein de choses, la délivrabilité des sujets, des projets, plein de trucs, beaucoup de mal avec la médiocrité de manière générale, voilà, et beaucoup de mal surtout avec l'injustice. Et donc, fort de tous ces constats qui sont venus après, mais en fait, mon boss de l'époque m'a dit, parce que j'étais quand même directeur marketing, donc j'étais au comité de direction, etc., donc j'avais quand même un poste important, m'a mis un coach dans les pattes pour me coacher sur tous ces sujets-là. Et grosso modo, la conclusion du coach a été, Julien, il faut que tu te barres de là, c'est pas fait pour toi. Et je pense que voilà, il faut que tu trouves un environnement où on te laisse de la place, où on te fait confiance, etc. Mais en aucun cas un milieu trop aseptisé et trop hiérarchisé. Mais attends, mais c'est ton boss qui te paye un coach qui au final te dit Ouais, faut que tu te casses, mais c'était le plan du boss ou du coup il a dit bah attends coach, absolument c'était pas pas. ça qu'il fallait que tu lui dises. Absolument pas, absolument pas. Et j'ai gardé de super bonnes relations avec cette coach que j'appelle de temps en temps sans en abuser quand j'ai une décision à prendre dans ma vie. Par exemple, est-ce qu'on s'expatrie au Canada, est-ce qu'on reste en France? J'ai des méga opportunités en France. Est-ce que je reste ou pas? Enfin, tu vois, ça m'est arrivé il y a quelques années aussi. Et en fait, elle m'a envoyé faire un bilan psychologique vraiment chez une psy qui est spécialisée en fait en détection de profils au potentiel un peu atypique, etc. Et du coup, elle m'a fait faire un test de QI et franchement, je parle très rarement de ça, hein, mais j'en parle vraiment dans un cercle très fermé. J'en ai jamais parlé, je crois, sur un podcast, c'est sûr. Voilà, mais bon, je t'en parle. Non mais trop bien, on a de les exclus. Donc, elle me fait faire un test de QI et là, donc, on détecte 134 de QI, donc c'est pas non plus surexceptionnel, mais on dit que seulement 2% de la population a plus de 130 et que seulement 1% a plus de 133, je crois. Donc tu vois, ça restreint vraiment déjà. Et si tu veux, chaque point de QI est vachement important en fait à partir de 130. Et donc, je fais ça et surtout, on détecte un QI qui n'est pas forcément trop homogène, tu vois, avec des très grosses capacités sur certains secteurs et d'autres un peu moins. Voilà. Et donc, avec tout ça, vient un compte rendu et ce compte rendu, grosso modo, dit, ben, en fait, tu es fait pour travailler tout seul, quoi. Enfin, tout seul ou en tout cas pour toi. Pour toi et pas forcément pour quelqu'un d'autre. Mais malgré tout, moi, j'aimais bien être salarié aussi, tu vois, j'ai absolument rien contre le salariat, je me suis vachement épanoui. Et à partir de là, j'ai été un super manager, mais vraiment, par rapport, alors je me le dis moi-même, mais en tout cas, moi, le constat que j'ai fait et les retours que j'ai eu des équipes, évidemment, et des RH, etc., c'est que j'étais un très bon manager, alors que si j'avais pas fait cette introspection et si j'avais pas eu ce coaching et que j'avais pas été conscient de toutes ces, on va dire, en fait, pour résumer, j'ai toujours dit à ma femme, à chaque fois que je sais pas, je commentais une réaction de quelqu'un dans la rue ou autre, je disais, mais les gens ne sont pas normaux. Et en fait, jusqu'à ce moment-là, j'ai toujours pensé que les gens n'étaient pas normaux. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était moi qui n'étais pas normal et que c'était à moi de faire l'effort, chaque jour, dès que je me levais, de m'adapter aux 98%. Voilà. Et que c'est pas les 98% qui devaient s'adapter aux 2%. Ouais, ouais. Et à partir de là, j'ai été hyper libéré. Donc mon fils a fait le test aussi. Au final, lui, il se retrouve être dans la même situation avec un QI quasiment similaire. Et du coup, lui a la chance de commencer à grandir avec ça et en connaissant un peu ses difficultés, parce que c'est des difficultés en fait, hein. Parce que c'est toi le marginal de la société, tu vois. Et c'est toi dans les relations sociales qui est un peu à l'écart parce que quand tu fais une blague, elle n'est pas comprise par tout le monde, parce qu'en fait, tu es complètement à l'ouest, parce qu'il n'y a que toi tu vois, qui l'a comprise. Il y a des décisions que tu vas prendre qui sont évidentes pour toi, mais qui pour les gens, il leur faut à peu près 3 millions d'heures de réflexion avant qu'ils l'apprennent. Mais toi, c'est évident et tu sais où tu veux aller. Mais tu n'as pas forcément le chemin, tu vois, tu peux pas leur expliquer. C'est inné, c'est intuitif. Et c'est pour ça que j'ai dit, OK, ben, j'ai compris maintenant pourquoi, en fait, même si j'étais quelqu'un qui était capable de calculer très vite, de comprendre et tout ça, en fait, je prenais mes décisions à l'intuition tout le temps, tout le temps. Voilà. Et à partir de là, j'ai aussi arrêté de me dire, écoute, si tu as une intuition, il faut que tu la suives. Parce qu'aujourd'hui, on sait scientifiquement que du coup, tu es câblé comme ça et qu'il vaut mieux que tu suives tes intuitions à chaque fois et que sur le long terme, ce sera plus bénéfique que les remettre en question. Parce que j'avais toujours ce défaut de me dire, je sais que ça, ce que je vais faire là, ça va pas être bien, mais je le fais quand même pour me convaincre que j'avais raison. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, bah là c'est raté d'avance en plus. Ah ouais, ouais, mais et à chaque fois, je me disais, bah, Bah, pour se donner raison. tu vois, t'avais la bonne intuition, t'avais raison. Bah ouais. Maintenant, j'arrête de faire ça. Je me prends même pas la tête. Je veux même pas connaître l'issue de si j'avais fait ça. Je le fais pas et je sais que de toute façon, si je l'avais fait, ça aurait pas fonctionné ou ça aurait fonctionné différemment, etc. Euh, Donc voilà, donc ça m'a vachement libéré. J'étais super plus épanoui dans mon rôle de Et manager. ça c'était avant les invests?
juste avant de te lancer comme un fou dans les invests. Ouais, c'était avant C'est les ça qui t'a invests. peut-être aussi un peu aidé à te dire, bah maintenant j'y vais à fond, j'ai l'intuition de l'IMO et Inconsciemment, je pense que oui. ça t'a contribué au fait que tu t'es pas freiné dans quelque chose que tu avais envie de faire et Inconsciemment, c'est sûr que ça m'a aidé et ça m'a donné une confiance en moi que j'avais pas forcément, même si on dit, il y a une phrase que j'aime bien prendre, mais je la connais pas exactement, mais on dit grosso modo que les imbéciles ne doutent jamais de rien, alors que les plus intelligents de ce monde doutent toujours de tout, tu vois. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai une facilité à douter qui est impressionnante. Mais vraiment, je doute beaucoup, tout le temps. Et je peux être persuadé, je vais te raconter un truc, j'en suis persuadé. Tu vas me poser une question qui remet un peu de truc, et là, je vais me dire, ah ouais, non, mais s'il faut, elle a raison. Je peux pas affirmer que c'est vrai finalement parce qu'elle me met le doute, tu vois. ouais, ouais. Alors qu'au final, souvent, quand je dis un truc, j'aime pas raconter des conneries, et ça va souvent au bout, tu vois. Mais ça fait partie aussi par rapport à la hiérarchie, c'est-à-dire que dès que tu entends quelque chose qu'on te dit de faire, il y a des gens qui se posent pas de questions, et il y a des gens qui vont toujours remettre en question Mm. ce qu'on dit, quoi. Ouais, c'est pas Ouais. évident. Ouais, c'est dur. Et bon, j'ai vécu de sales années en tant que salarié, surtout dans un rôle de manager. Tu vois, Ouais. quand j'étais pas manager, c'était différent, mais dans un rôle de manager, c'était dur. Mais par contre, les dernières années où j'ai été manager, je suis resté 4 ans et demi dans la boîte, pour investir dans l'IMO notamment, là, hein, c'est cette boîte, mais je suis pas resté 4 ans et demi pour investir dans l'IMO, je suis resté 4 ans et demi parce que je m'épanouissais dans cette boîte et que c'était une très belle boîte. Bah, du coup, effectivement, là, voilà, là, je me suis vraiment plu à faire tout ça et à gérer, tu vois, une équipe d'une vingtaine de personnes que j'ai construite, puisque quand je suis arrivé, on était 3 personnes dans l'équipe et j'ai construit cette équipe jusqu'à 20 personnes. Et voilà, ça a été une super belle expérience que j'ai quitté aussi pour me consacrer à 100% à l'immobilier, puisque depuis déjà quelques années, je commençais à accompagner des gens dans l'immobilier. Parce qu'on me demandait, bah, tu sais comment ça marche, les gens te demandent de la famille, puis après des amis, comment t'as fait, est-ce que j'aimerais bien faire la même chose, puis est-ce que tu peux m'aider, etc. Donc au début, tu fais des conseils, après tu fais ci, après tu vas visiter avec un tel, après tu analyses un dossier, etc. Et puis petit à petit, j'ai professionnalisé l'activité. Et après, tu lances un podcast, j'allais dire Ouais, pareil. après tu lances un podcast. Enfin, j'écris un bouquin d'abord avant. Bah oui, parce qu'en fait, on posait des questions. On posait des questions sur comment tu as fait, etc. Donc je me suis dit, pendant le confinement en 2020, donc à l'époque, on devait avoir une vingtaine de biens. Déjà, je me faisais chier le week-end, parce qu'on ne pouvait pas sortir. Je bossais comme un âne la semaine, parce que dans l'e-commerce, avec le Covid, l'essor de l'e-commerce, voilà, je bossais comme un âne. Mais alors le week-end, je tournais en rond absolument, parce que mes équipes ne bossaient pas. Le site tournait tout seul. Voilà. Et là, je me suis dit, OK, bah, je vais écrire un bouquin. J'avais toujours voulu écrire un bouquin. Un bouquin. Quand je jouais au poker, j'avais voulu écrire un bouquin sur le poker. Bon, finalement, j'ai jamais fait. Et puis, après, j'ai fait du triathlon pendant quelques années, toujours à fond. Et tu voulais écrire un bouquin sur le... Non. J'avais jamais eu envie d'écrire un bouquin, par contre, mais tu vois, j'avais été hyper passionné, quoi. Vraiment, j'ai eu une période poker, une période triathlon, enfin, course à pied, une période de triathlon et une période d'IMO, là. Peut-être ça va passer, hein. Et donc, je me suis dit, bah, sur l'IMO, je vais écrire un truc vraiment plus pour moi. Et en fait, je pense inconsciemment pour ma mère, en fait. Tu vois, que ça, je reviens un peu au début, en me disant, bah, voilà, malgré tout, elle a fait, comme tu dis, le sacrifice de se séparer de son fils. Bah, j'avais 18 ans, hein, j'étais pas un bébé non plus, mais tu vois, voilà. Et finalement, elle m'a laissé à la garderie, oui, le matin tôt, oui, le soir tard, etc. Mais au final, est-ce que ça n'a pas été bénéfique finalement pour moi, tu vois, d'être là où j'en suis? Parce que je pense qu'elle peut être fière de là où on en est aujourd'hui. Et voilà, donc moi j'en suis reconnaissant. Donc j'ai écrit vraiment ce livre au départ pour elle. Alors, dis peut-être aux auditeurs le nom du livre pour qu'ils puissent le retrouver si jamais ça les intéresse. Ouais, le nom du livre, c'est S'enrichir grâce à l'immobilier, Ok, de Julien Calamotte. de Julien Calamotte, c'est moi. Ok, avec voilà. avec un seul T, avec Calamotte. Ok. Écoute, j'ai écrit ça, j'ai eu des très très bons échos. Voilà, j'ai pas communiqué outre mesure. J'ai créé une page Instagram à l'époque pour faire connaître un peu le livre, sur laquelle je partage du coup mon quotidien aujourd'hui, hein. Je parle quasiment jamais du livre d'ailleurs, je dois en parler 2 fois par an. Donc la page Insta, c'est Julien Calamotte, tout attaché. Ça, c'est facile à retenir aussi. Voilà, donc j'écris ça. Après, je me suis professionnalisé, comme je te le disais, tout en étant salarié à côté. Et puis, au bout d'un moment, j'ai été chassé par plusieurs boîtes pour des postes de direction digitale, marketing, puisque c'était ce que je faisais. Ça, c'était début 2022. Et là, je me suis dit que c'était peut-être le moment de partir et de quitter la boîte dans laquelle j'étais. On me proposait des jolis packages, tu vois, des belles situations. J'ai longtemps hésité, j'y suis allé. J'ai surtout longtemps hésité à choisir la boîte dans laquelle j'allais aller parce que j'avais eu 4 ou 5 sollicitations. Et finalement, je suis allé chez Safety. Safety, qui est donc un groupe de mandataires immobiliers, mais j'étais à la direction digitale, donc au siège social, qui est à Toulouse. Et le premier jour, j'ai su que j'allais pas y rester.
Et malgré tout, j'ai tenu 1 mois et demi en me disant, allez, vas-y, fais l'effort, etc. Mais quand ça veut pas, tu vois. L'intuition, c'est toujours pareil, l'intuition. Et pour te dire, j'ai appelé le PDG 15 jours avant en lui disant, bah, j'ai quand même telle objection, etc. Est-ce que vous pensez que c'est bon et tout? Il m'a dit, oui, oui, c'est bon, il n'y a pas de souci, ça ira, voilà. Avec une directrice marketing notamment qui était là depuis le tout début, tu vois, enfin, il y a des éléments comme ça dans des boîtes, tu les identifies très vite, quoi. Tu te Ouais, ouais, dis, ok, ouais. voilà, c'est souvent des freins à soit de la place pour d'autres personnes, soit des freins à l'évolution de certains domaines, etc. Ou, voilà. Ou en tout cas, difficile d'être disruptif avec des gens qui sont ancrés là depuis très longtemps et qui sont pas très ouverts. Et j'avais un mauvais feeling et tout. Bon, au final, ça s'est quand même confirmé, hein, le feeling que j'avais, comme toujours. Et au bout d'1 mois et demi, d'un commun accord, on s'est quitté. Et là, j'avais deux choix. Je redevenais salarié, donc j'avais des opportunités sans problème. Dès que je communiquais sur LinkedIn le fait que j'étais parti, j'ai eu d'autres opportunités. Ou j'en profitais pour faire à 100%, même à 3000%, ce que je faisais peut-être 10% de mon temps, tu vois. Et je me suis dit, si ça marche à 10%, ça devrait marcher à 100%. Donc, du coup, forcément, tu as choisi option, ça t'a permis d'avoir le chômage et de te lancer en même temps de nouveau en entrepreneuriat à fond, quoi. C'est ça. Ça m'a permis d'avoir Pôle emploi. Alors, j'en parlais dans ce podcast. Je pense que c'est un levier qui est intéressant en France pour tous les entrepreneurs qui veulent créer une boîte, mais qui ont un peu ce flip du risque financier. Ça peut t'aider, on va dire, à te mettre de côté cette problématique financière pendant à peu près 2 ans, même si c'est dégressif, même si, enfin, ça dépend des charges de chacun. Ouais. Mais il faut pas avoir honte de se servir de ça quand tu le fais pour créer de la valeur. Parce qu'il y a tellement de gens qui en abusent et qui l'utilisent pour plutôt être un coût pour la société que créer de la valeur et tu vois, et enrichir des gens, etc. Enfin, moi, aujourd'hui, voilà, j'ai créé une boîte, il y a des salariés dessus, tu vois, je crée de l'emploi, etc. Et j'ai pas honte de me dire, c'est aussi grâce à Pôle emploi, pour lequel j'ai cotisé quand même depuis que je Bah, bosse, bien tu sûr, vois, bah ouais. de me dire, bah, c'est ça aussi qui a pu faire qu'aujourd'hui, plutôt que de me payer moi, bah, ma boîte, elle sacrifie sa trésor pour payer des gens. Bah Tu ouais. vois, voilà. Et ça, je trouve que, parce que je vois sur les réseaux sociaux des fois, ah oui, mais bon, ouais, lui, il est entrepreneur, mais il a Pôle emploi. Alors que moi, je fais pas Pôle emploi, je galère tous les jours et je suis un vrai entrepreneur. Non, parce que je peux te dire que moi, je galère. Mais c'est bien d'avoir un peu de tension financière quand même pour se bouger les fesses après. Ah, Ouais. mais c'est sûr. Mais en Tu fait, vois, c'est ça qui est tu bien vois, aussi. Trop de confort, c'est pas bon non plus. mais alors là, je partage tout à fait cette vision parce que c'est ce que je dis souvent à ma femme. Je dis en fait, quand tu es au pied du mur et que tu Ouais, dois aller de l'autre côté, t'as pas le choix que de trouver un moyen de l'escalader. T'as pas le exactement. choix. Ouais. Par contre, si tu attends comme ça, en regardant, en te disant, ouais, bah, tant que j'y suis pas de toute façon au bout, bah, tu vois, je sais pas comment on va y passer, mais de toute façon, j'y suis pas encore, donc c'est pas grave. En fait, tu te prends jamais la tête pour le passer. Donc, ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais je crois qu'il y a un bouquin de mindset, j'avais lu quelques bouquins de mindset à l'époque, même si je ne suis pas très friand, mais qui disait, ben, en fait, vous payez d'abord et après vous payez les autres. Parce que quand vous devez de l'argent aux autres aussi, ça permet vraiment de vous sortir les doigts. Genre l'administration fiscale, elle, voilà, il va falloir que vous le trouviez le pognon, quoi. Alors que Ouais, si c'est ouais. pour vous, vous passerez toujours après les autres. Bon, moi, j'ai pas vraiment fait ça, parce que je préfère payer les autres avant de me payer moi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je me mets en danger, je me mets en risque et je trouve des solutions. Mais Ouais. si j'attends d'avoir les solutions pour peut-être pouvoir un jour le faire, je sais que ça marche jamais. Non, mais c'est trop marrant parce que nous, justement, enfin, je fais vraiment vite fait par rapport à notre situation, c'est que avec nous, avec nos immeubles, on peut en vivre. Mm, Et en fait, à un moment donné, tu vois, tu sais que tu peux ne rien faire et être tranquille et pas te bouger. Et en fait, on a acheté notre résidence principale et en fait, ça va nous mettre dans le rouge. On sait que dans un an, on est dans le rouge, tu vois. Mais en fait, on mm, l'a mm. fait exprès parce qu'on sait que ça va nous bouger, quoi. Tu vois, et tu sais, à un moment donné, tu fais, attends, là, vas-y, on se met dans le rouge parce que sinon, tu fais jamais rien, quoi. Enfin, je sais pas. En tout cas, je fais partie des gens qui ont besoin un petit peu d'avoir le feu aux fesses pour commencer à courir. Mais vous avez bien fait. Et je pense que tu dois faire partie de ces gens aussi qui, du coup, font. Même si tu as un truc que tu dois rendre dans 2 mois, bah, tu vas attendre le dernier moment Ah pour le bah, faire la parce que tu veille, seras meilleur. Bah, évidemment. voilà, voilà. Alors, il y a les mauvais côtés de la Ah procrastination, ouais, hein, non, mais c'est chiant, ouais. Bah, il faut des deadlines. Il faut des deadlines. mais là, c'est différent quand même. Tu vois, il y a des gens qui sont meilleurs dans l'urgence Ça et qui dépend sont des beaucoup plus profils. Ouais, productifs, ouais. voilà, que d'autres. Donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, si tu veux, on a plusieurs activités dans l'immobilier. Et donc, j'ai construit un écosystème un peu autosuffisant. Tu vois, genre, c'est pas du tout truc de complot contre la guerre pour avoir sa propre culture à domicile. Mais c'est autosuffisant dans le sens où on a une agence immobilière, donc qui fait de la transaction, location, gestion, mais qui est dédiée exclusivement aux investisseurs parce que c'est ça aussi, hein, c'est le fruit de cheminement de plusieurs mois et plusieurs années de recul. C'est qu'aujourd'hui, on a une légitimité dans le monde de l'investissement qui est importante, principalement d'ailleurs dans la région de Toulouse, mais on est aussi ailleurs.
Et donc, on s'est dit, plutôt que de faire une agence immobilière standard pour être en concurrence de Ouais, avec. Plaza, Century, Orpi, etc., franchement, sans éléments différenciants. Et en marketing, tu sais que si tu n'as pas d'éléments différenciants, c'est mort. On va faire un truc à destination des investisseurs. Donc, 85% de nos biens et aussi de nos clients, surtout, c'est des investisseurs, surtout de nos clients. Évidemment, on a des résidences principales à vendre, etc., on ne les refuse pas. Et du coup, le nom de cette société, c'est Artae Immobilier, c'est ça? Artae, ouais, c'est ça, ARTAE. Et du coup, alors attends, parce que pour faire le bilan là aujourd'hui, donc tu as cette boîte, Artae Immobilier, positionnée un peu agence immobilier spécialisée pour les investisseurs. Ouais. Ensuite, tu as quoi d'autre? Tu avais dit que tu avais un écosystème. Ouais, donc cette boîte, elle fait aussi de l'investissement clé en main et c'est le cœur de notre activité d'ailleurs, plus que la Transac et la Loc, c'est l'investissement clé en main. Donc on fait un petit bilan patrimonial pour définir les objectifs, l'horizon d'investissement, etc. de l'investisseur qu'on a en face et du prospect. Après ça, on cadre la recherche, on est en mode un peu chasseur, mais on n'est pas que des chasseurs, parce que les chasseurs, tu leur files des Ouais, critères de ouais, ouais. recherche, ils s'en foutent de qui tu es, ce que tu fais, tes objectifs, etc. Nous, on est vraiment dans un accompagnement global, donc en fait, dans cette prestation-là, il y a une sorte de coaching indirect aussi, et on va leur trouver un bien, on va gérer les travaux, faire l'ameublement, la déco, allumer, les gens qui m'écoutent, qui me connaissent, vont rigoler parce que je prends toujours cet exemple, allumer la petite bougie sur la table, prendre les photos, livrer un pack shot photo, éventuellement s'ils sont expatriés ou autres, parce que la moitié de nos clients, ce sont des expatriés, on va le mettre en gestion locative. Donc tu vois, la boucle est bouclée, donc on va pouvoir le louer avec un mode de gestion locative qui est d'ailleurs intéressant puisque on ne facture qu'à la demande. C'est-à-dire que s'il y a une sollicitation de la part du locataire ou du propriétaire, on facture. S'il n'y a pas de sollicitation, on ne facture pas. Donc ça veut dire que tu ne payes pas 6 à 10% ou 5 à 10% tous les mois, même s'il ne se passe rien. Ça, c'est une première activité, toute la chaîne de valeur de l'investisseur. Deuxième activité, c'est le podcast qui me prend énormément de temps et qui me rapporte absolument rien. Hein. Tu connais l'histoire, on va s'en parler sur un autre épisode, peut-être, tu vas Bah, me peut-être des raconter. clients, hein, parce qu'à force d'écouter. Oui, non, indirectement, c'est vrai que ça me ramène des prospects. En plus, c'est le cas là d'ailleurs. Hein. Voilà, mais bon, c'est difficilement palpable, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et trois, c'est des activités de marchand de biens que je faisais déjà en annexe depuis 2019, que j'ai professionnalisé. Donc, on a plusieurs structures de marchand de biens avec plusieurs associés différents sur lesquels on fait plusieurs types d'opérations, mais principalement parce que c'est là où on est bon, enfin c'est là en tout cas où on maîtrise le plus, c'est de l'achat d'immeubles en bloc, de revente à la découpe, après avoir rénové les parties communes. Et donc nous, on revend en plateau à rénover, mais on ne fait jamais la rénovation jusqu'au bout. Ok, super intéressant. Et toi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que du coup, tu as quand même une activité, on va dire, intense au niveau des Mm. rénovations. Tu as une équipe un peu? Enfin, comment t'as fait? Tu as des artisans avec lesquels tu as l'habitude de travailler? T'es rodé, mais t'as pas de salariés, t'as pas. Tu t'es jamais dit, je vais monter une petite boîte de rénovation. Alors, je me le suis pas dit parce que j'ai la chance d'avoir un associé qui a une boîte de seconde œuvre tout corps d'État qui a 10 salariés. Ok, nickel. Donc, c'est hyper confortable pour ça. Et après, comme elle ne peut pas tout faire non plus pour le compte de nos clients, nos propres comptes, etc. Parce qu'il y a aussi nos biens à nous qu'il faut qu'on gère. Hein. On a des Ouais. rénaux, on en a tout le temps en fait. Au bout d'un moment, tu arbitres tout le temps. Mais en fait, on travaille avec d'autres partenaires qui sont, dans lesquels on n'a pas de relation capitalistique, mais voilà, on a l'habitude de travailler avec eux. Et on travaille avec des gens, je le dis quand même, s'il y a des gens qui veulent me contacter, assez cher, parce qu'on n'a pas envie d'être emmerdé et parce qu'on n'a pas envie de refaire tous les 3 ans. Et comme on veut travailler sur du moyen long terme avec nos clients, on préfère, tant pis, se passer de quelques clients qui auraient une vision très court-termiste et one shot, mais voilà, au moins rassurer et pouvoir répondre au téléphone quand un client nous appelle, tu vois. Ok, ok, Voilà. ok. Franchement, super intéressant. Est-ce que toi, Ouais, comme tu disais, t'es un passionné, mais il y aura peut-être un moment donné où ça va te saouler, tu passeras peut-être à autre chose, non? Enfin, c'est une question que je te Ouais, pose. oui, je pense que je suis très cyclique, donc comme les cycles économiques. Et du coup, oui, peut-être. Alors là, l'avantage, c'est que ça m'enrichit vachement, ça m'épanouit vachement parce qu'il y a plusieurs sujets quand même. Ça reste de l'immobilier, mais il y a énormément de sujets. Déjà, un projet de marchand de biens d'un projet à l'autre, c'est pas le même si tu vois le principe est le même, mais les problématiques d'urbanisme, etc., de liquidité, de réno, de découpe sont pas les mêmes. Les problématiques de nos clients sont pas les mêmes. Et donc, du coup, c'est hyper riche au quotidien. Donc, tant que c'est riche, je pense que je reste dans mon cycle. Le jour où effectivement j'ai fait le tour de tout, peut-être que je passerai à autre chose. Oh, trop bien. Bah, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, donc il y a ton livre, donc S'enrichir grâce à l'immobilier de Julien Calamotte, il y a le podcast Monitry, Ouais, et il y a ton activité d'accompagnement à l'investisseur, et oui. notamment du clé en main, parce que je sais qu'il y en a plein qui recherchent ce genre de prestations, avec Artaï Immobilier. Et n'hésitez pas, voilà, soit à me suivre aussi sur LinkedIn, Julien Calamotte, soit sur Instagram. J'y partage vraiment mon quotidien d'investisseur, de marchand de biens, d'entrepreneur, d'un peu tout.
Mais alors, du coup, ton compte Insta, c'est Monitry ou c'est Julien Calamotte? J'en ai 3. Il y en a un pour Artae. Ah ouais, 3 comptes Ouais. Insta. Ah, mon Eh pauvre. oui. Ah oui, heureusement que tu as quelqu'un qui gère un peu avec toi Voilà. Bah, j'ai Laura que je salue et que je viens effectivement d'intégrer dans les équipes Artae qui va gérer la page Artae, la page du podcast qui s'appelle Ok. donc Money Tree Podcast. Et ma page, je la gère moi. Ok, bah trop bien. Bah merci Julien d'être venu sur le podcast. Je pense que ton interview va en passionner plus d'un, donc c'est trop cool. Franchement, on va voir, peut-être qu'un jour je te réinviterai pour parler d'un sujet peut-être plus spécifique parce que je pense que tu as pas mal de compétences assez pointues sur des sujets peut-être plus précis. Donc on va réfléchir à tout ça et peut-être qu'un jour tu reviendras. Avec plaisir, Dorine, merci beaucoup pour ton invitation. C'était très chouette. J'ai parlé de choses dont j'ai pas trop parlé dans d'autres podcasts, même pas du tout, tu vois. Donc, t'as vraiment un épisode unique et Trop c'est bien. chouette aussi. Parce que tu sais, c'est le risque quand tu reçois des gens qui sont passés déjà sur plusieurs podcasts, etc. Tu le sais, hein, c'est Bah toujours ouais, des fois ils compliqué. racontent toujours la même chose. C'est dur de les Ouais, faire sortir d'une. ouais. Mais là, c'est bien parce qu'au final, je le disais à Jérémy Nabé, qu'on salue, hein, qui est du podcast Ça fait un bail l'autre fois. Je lui disais qu'effectivement, ça dépend vachement aussi de l'animateur. Et là, je trouve que ce qui est chouette, c'est que tu m'as posé des questions que les autres m'ont pas posées, quoi. Donc, Trop bien. Bah, je suis contente. Je progresse. Ça marche. Bah, à très vite. Et puis bah, au revoir à tous les auditeurs. Salut. ouais, salut tout le monde, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.